Mesdames, Messieurs, je vous salue, je vous dis bonsoir. Bonsoir également à toutes les personnes qui nous regardent sur notre page Facebook Ville de Vambrechy. Donc, nous voici réunis pour notre séance du conseil municipal donc, du 1er décembre, dans laquelle seront abordés quelques points, notamment financiers. Voilà, je vais, une fois n'est pas coutume, laisser la parole à notre doyen, qui sera aujourd'hui secrétaire de séance, notre Benjamin étant absent. Monsieur Stalnikevitch, la parole est à vous pour l'appel. Merci de votre honneur, monsieur le maire. Finalement, il faut remarquer qu'une fois, les anciens sont toujours là, heureusement. Donc je procède à l'appel. Monsieur Brognard Sébastien. Alors, présent, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Sass Michel. Présent. Madame Galland Christelle. Présente. Monsieur Prouveau Jean-Philippe. Présent. Madame Tiberghien Isabelle. Présente. Monsieur Lecourt Cédric. Présent. Madame Demester Carole. Présente. Monsieur Witterbeck Laurent. Présent. Madame Notebar Evelyne. Monsieur Stalikevitch Alain. Présent. Madame Elbout Gisèle. Présente. Madame Chuffard Daniel. Pouvoir. Monsieur Barbry Jean-Michel. Présent. Monsieur Mesmac Michel. Présent. Madame Ormad Véronique. Devrait arriver. Madame Baron Pascal. Monsieur Lutin Louis. Présent. Monsieur Bruno Six. Présent. Madame Derosier Véronique. Pouvoir. Madame Delot Stéphanie. Elle devrait arriver aussi, ouais. Monsieur Tanis Romain. Présent. Monsieur Lahaye Stéphane. Présent. Madame Droulers Aurélie. Présent. Madame Roqueta Paty. Absent. Madame Spodben Gwendoline. Gwendoline, pardon. Führer Marc. Pouvoir. Monsieur Léonardzik Vladimir. Monsieur Deberg René. Madame Germain Dorothée. Monsieur Spadavecchia Georges. Monsieur Muté Olivier. Monsieur Dossi Tony. Madame De France Chantal. Bien, le quorum étant atteint, je vais demander à Madame... Madame Delot est arrivée. À Madame Van Kortenbosch, donc, de ramasser les pouvoirs avant que nous ne commencions notre séance. Voilà, donc nous allons commencer notre séance par l'approbation du conseil municipal, du procès-verbal, pardon, du conseil municipal du 4 octobre 2022. L'envoi ayant été très tardif, il a été envoyé hier. Si vous le souhaitez, nous pouvons le décaler au prochain conseil municipal. C'est comme vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps d'en prendre connaissance ou de le lire. Si toutefois vous aviez eu le temps, ou si vous aviez des remarques, n'hésitez pas à les formuler. Donc je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons commencer donc par quelques informations qui seront de trois ordres. Tout d'abord sur le plan de mobilité, et la charte des espaces publics et le règlement du fonctionnement du multi-accueil Les Petits Troubadours. Je vais commencer par vous présenter quelques informations donc, sur la charte des espaces publics. Donc, la charte des espaces publics, c'est une politique qui est conduite par la métropole européenne de Lille, sur laquelle il a été demandé de formuler un avis. Cet avis devant être formulé avant le 4 novembre 2022, nous n'avons pas pu débattre de cette charte des espaces publics en conseil municipal. Néanmoins, j'avais convoqué une réunion bien élargie de manière à ce que tous et toutes ici présents puissent s'exprimer sur cette charte des espaces publics, et il va de même également pour le plan de mobilité. Donc globalement, de quoi se compose cette charte des espaces publics? Donc l'objectif, c'est de tenir compte donc de l'évolution des attentes vis-à-vis de l'espace public, notamment
ce qui concerne la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques. C'est également de tenir compte de l'adoption de plusieurs documents cadres qui engagent la MEL et les communes membres, dont Vambrochy fait partie, en matière d'aménagement d'espaces publics. Je pense bien évidemment au SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui lui-même est décliné en PLU, le plan local d'urbanisme, en PCAET, le plan climat, air, énergie pour le territoire, et le SDIT, le schéma directeur des infrastructures de transport, et enfin le PDM, le plan de mobilité que je vous présenterai dans la foulée. Donc ce projet de charte est élaboré finalement comme un cadre d'échange qui va viser à définir des ambitions que doivent se fixer la MEL et les communes membres, donc la ville de Vambrochy. Cette charte des espaces publics donc, nous amène à conduire 3 ambitions fortes qui sont déclinées en 9 enjeux. La première ambition, c'est de favoriser une mobilité bas carbone en réfléchissant des espaces favorables aux piétons, des espaces favorables aux cyclistes, des aménagements en faveur des transports collectifs et de viser une ville apaisée. Bien évidemment, ces 4 enjeux sont déclinés dans la charte et dans l'avis qui a été émis et débattu et discuté lors de cette réunion que nous avions organisée le 26 octobre, je crois. Donc la politique vambrocitaine est traduite bien évidemment dans cette première ambition, de même que dans la deuxième ambition qui vise à aménager des espaces publics à vivre et à conforter les pôles de vie. En déclinant 2 enjeux, des espaces publics à vivre et à partager, et en sollicitant la participation des usagers. J'ai toujours à l'esprit de prendre comme exemple la rue du Général Leclerc qui, en 2023, fera l'objet d'un toilettage important, puisqu'aujourd'hui, cette rue, qui est une rue assez majeure de Vambrochy, de la ville de Vambrochy, est aujourd'hui inadaptée. Si on se réfère à la première ambition, inadaptée aux piétons, on a des trottoirs qui sont parfois très étroits. Et quand je pense aux piétons, bien évidemment, je pense aux personnes valides, mais également à mobilité réduite, et également aux jeunes mamans ou aux assistantes maternelles qui se promènent sur ces trottoirs avec des poussettes. L'objectif, ça sera également de conduire dans cette rue, pour répondre toujours à la première ambition, bien que nous soyons dans la deuxième ambition, et je vous le rappelle, dans la participation des usagers. En fait, l'objectif, ça sera que les usagers puissent répondre à cette première ambition, tout comme la deuxième et la troisième, mais là je me situe dans la deuxième. Donc des espaces favorables aux cyclistes. C'est vrai que moi, à titre personnel, je suis cycliste et j'avoue que la rue du Général Leclerc aujourd'hui est, alors je n'irai pas jusqu'à employer le terme accidentogène, mais des fois, c'est vrai qu'elle est un peu, comment ça s'appelle, un petit peu de cassis et d'odane, elle est, comment vous dites, cabossée, voilà, c'est le mot, cabossée. Des aménagements en faveur des transports collectifs, comment allier dans la rue du Général Leclerc des bus, et puis les cyclistes, les piétons et la voiture. Et puis comment faire une ville apaisée. Alors dans la ville apaisée, il y a réfléchir la ville non plus pour des adultes, souvent masculins, mais réfléchir également l'espace public et la ville pour les enfants, à échelle d'enfants, à l'échelle des enfants, et puis aussi pour les femmes qui parfois ont je veux dire, de l'appréhension à se promener dans les rues qui sont soit mal éclairées ou soumises à, comment je vais dire, un peu, enfin, à peur de se promener dans l'espace public. Donc ça, c'était cette deuxième ambition, aménager des espaces publics à vivre, conforter les pôles de vie en utilisant la participation des usagers
Et cette participation, il y aura une partie où la concertation se fera en marchant. Voilà, donc la MEL viendra et puis nous déambulerons. Donc je prends cet exemple de la rue du Général Leclerc parce que c'est celui qui entrera en réflexion dès 2023 pour un début de travaux en 2024. La MEL viendra, réunira les usagers et nous marcherons le long de cette rue pour voir un petit peu ce qui sera intéressant d'y faire. Troisième ambition, bien évidemment, contribuer à la résilience du territoire, en y mettant du végétal dans l'espace public. Et là, à chaque fois que je parle de végétal, je regarde Monsieur Six, qui s'est battu, on peut le dire, avec la MEL pour pouvoir enfin terminer les fosses de végétalisation de façade. Voilà, donc ça, normalement, tout ça, ça devrait être terminé demain. Vendredi. C'est demain. Ouais. Contribuer à la résilience du territoire, c'est également la gestion de l'eau au plus proche de son cycle naturel. Donc tout à l'heure, j'étais en commission métropolitaine et justement, on a regardé un petit peu, on a regardé un petit peu ce qui s'était fait autour du PPI, le plan pluriannuel d'investissement dans toutes les villes de la métropole. Et aujourd'hui, on a des macadams qui permettent justement de récupérer l'eau au plus proche de son cycle naturel, c'est-à-dire que l'eau, elle n'est pas renvoyée directement en station d'épuration, mais elle rentre dans le sol pour pouvoir aller alimenter les nappes phréatiques. Et contribuer à la résilience du territoire, c'est également encourager et organiser une construction plus performante sur le plan environnemental. Donc l'objectif, c'est quand il y a des bailleurs, promoteurs qui sollicitent un permis de construire, donc c'est d'amener les constructeurs à être très performants. De notre côté, la commune sera également très performante puisque dans le complexe sportif qui sortira de terre, j'espère avant 2026, nous avons cherché toutes les vertus possibles à ce bâtiment, que ce soit en termes de murs, en termes d'alimentation électrique, en termes de récupération d'eau. J'en passe et des meilleurs. L'objectif, c'est de faire de ce bâtiment un bâtiment modèle et au plus proche de la passivité énergétique. Et puis, vous l'avez vu au dernier conseil municipal, dans le PLU, nous avons établi une zone à Vambrechy qui s'appelle le SPER, secteur en performance environnementale énergétique renforcée. Donc ça, cette zone, donc c'est sur le quartier Soprolin, qui la imposera, lorsque nous l'aurons décidé, aux constructeurs de proposer un programme très vertueux. Voilà, s'il y a des questions sur le plan de la charte des espaces publics, bien évidemment. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le public et sur Facebook. Je trouve que cette charte des espaces publics, c'est une espèce de condensé de bonnes intentions louables qui endorment un peu la population. Effectivement, il faut être favorable aux piétons, aux cyclistes, au transport collectif. Il faut effectivement faire tout ça bien. Beaucoup de déclarations d'intention. Écoute, je vois qu'on parle de ville apaisée. Bon, est-ce que dans le choix des transports collectifs, notamment du tramway, c'est le choix qu'on a fait d'une ville apaisée? J'en suis pas certain, dans la mesure où on voit ce qu'ont donné les concertations. Par rapport au PLU que vous avez évoqué, le président Castelin, le président du groupe auquel vous appartenez à la MEL, vient de faire marche arrière parce qu'à l'évidence, un coefficient de densité de 0,70% dans des périmètres de 500 mètres autour du passage du tramway, ça ne va pas du tout, ça ne va pas dans le sens de la qualité, donc ça ne va pas dans le sens de cette charte. Tout comme d'ailleurs la hauteur des constructions qui va revenir à 10 mètres, alors qu'elle devait être montée à 13 mètres. Donc tout ça,
On voit qu'il y a un petit peu des incohérences, mais bon, c'est comme ça. Et puis, un dernier point, vous parlez du complexe sportif. Effectivement, tant mieux si c'est un complexe passif, d'un point de vue énergétique. Mais on reviendra en temps utile sur le prix de ce complexe, puisque c'est un ensemble des choses. Voilà quelques remarques. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à formuler sur la charte des espaces publics? Très bien. Donc, je vais passer au plan de mobilité. Alors, le plan de mobilité, donc, c'est pareil, c'est une politique nationale qui a été adaptée à l'échelle métropolitaine. Donc, nous avions le PDU, le plan de déplacement urbain en son époque, qui est devenu plan de mobilité dans le cadre de la loi dite loi l'homme. Donc, un avis de la ville devait être exprimé, lui, avant hier. Pour les mêmes raisons, donc nous avons débattu de ce plan de mobilité dans cette réunion élargie. Et donc, ce plan de mobilité, bien évidemment, nous l'avons adapté à l'échelle vambrocitaine. Vambrechy est au croisement du pôle d'emploi Lille-Roubaix-Tourcoing. L'objectif, c'est de garantir à tous les usagers de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions, d'offrir une alternative à l'automobile et d'anticiper, d'accompagner la transition vers des énergies plus propres. Également de s'inscrire en cohérence avec la volonté métropolitaine d'inciter à la pratique du vélo par une politique cyclable d'envergure. C'est également réfléchir à l'intermodalité, donc comment associer différents modes de déplacement, déplacement piéton, nous l'avons dit, déplacement cycliste, déplacement en transport en commun, bus, tramway et voiture. Tramway, je rappelle qu'il a été voté non pas par moi, mais en 2019 par l'ancienne municipalité, dont plusieurs personnes ici faisaient partie. Et ensuite, donc, c'est garder à l'esprit, et ça, nous le gardons à l'esprit, que la DEL peut également être opportune pour enrichir l'offre de transport en commun. La DEL, effectivement, est un bon moyen pour aller de Vambrechy jusqu'au moins l'écluse de Lille. Néanmoins, aujourd'hui, il y a encore quelques freins, et de freins forcément, sans jeu de mots, c'est la vitesse, puisque la vitesse est réglementée sur la DEL, et effectivement, aujourd'hui, il s'avère que aller à Lille en bus, c'est plus rapide que ne pourrait l'être via la DEL, et demain en tramway, ça sera bien plus rapide que nous pourrons, d'aller à Lille en tramway que par la DEL. Voilà, j'en ai terminé avec le plan de mobilité. Si vous avez des remarques ou des questions. Monsieur le maire, oui. Deux remarques. Effectivement, tout le monde souhaite que la mobilité soit la plus fluide possible. Là encore, la même chose, une suite de bonnes intentions. Enfin, je me souviens vous avoir entendu dire que vous étiez contre les parkings de covoiturage parce que ça ne servait à rien. Je suis toujours. C'est bien, donc ça participe tout à fait au plan de mobilité. Et l'autre point, on n'a pas tellement vu le groupe auquel vous appartenez à la MEL mettre en place une réflexion pour assurer une intermodalité entre les communes qui ne vont pas être desservies malheureusement par le tramway, telles Comines, Quesnoy, etc. Donc, une nouvelle fois, une contradiction. Des belles déclarations d'intention, mais en pratique, toujours la même chose, des décisions arbitraires. Merci. Merci, M. Spadavecchia. Encore une nouvelle fois, une méconnaissance des dossiers, mais bon, sachez que le SDIT en 2019, mais vous étiez déjà dans la majorité pourtant, avait été à l'unanimité, Comines, Quesnoy, et toutes les communes de la vallée de la Lys, y compris, avaient voté le SDIT à l'unanimité. Le tramway s'arrêtait à Vambrechy. Et puis, il y aura bien évidemment une desserte de rabattement qui est prévue, mais comme la délibération l'indique, délibération de 2019. Encore une fois, je n'étais pas élu, mais en tout cas, j'ai entendu vos remarques, je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques? Bien, mais écoutez, ça ne sont que
Donc des avis, sachez que nous avons émis des avis favorables et je remercie le groupe de M. Debern qui était présent et le seul groupe à avoir apporté des modifications et des remarques lors de nos débats. Merci beaucoup. Madame de Mester, les petits troubadours. Merci, monsieur le maire. Alors, suite au décret réformant les structures d'accueil du jeune enfant, nous devions procéder à quelques ajustements du règlement de fonctionnement des petits troubadours et ainsi se mettre en conformité donc avec ce décret pour une application au 31 décembre 2022. Toutes les pratiques étaient déjà mises en œuvre au sein de la structure, mais non formulées dans le règlement. C'est maintenant fait. Ces modifications ont été expliquées lors de la commission petite enfance du 18 novembre. Vous pouvez retrouver maintenant ce règlement modifié, bien sûr, sur le portail famille et aussi au sein de la structure. Merci, Madame de Mester. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce que vient d'apporter Madame de Mester? Très bien. Il y aura également, bien évidemment, comme à chaque fois, les décisions du maire qui seront mises à la fin, pendant que nous signerons, Madame Delbecq, les délibérations, les décisions modificatives. Très bien, ça me permet de le dire maintenant pour ne pas l'oublier après. Nous allons passer à la première délibération, la 2266, donc je me ferai le porteur, donc qui vise à installer Madame de France en tant que conseillère municipale dans les listes de commissions municipales donc ci-jointes. Je vous rappelle que Madame de France était installée en conseil municipal suite à la démission donc de Madame Élodie Diévard. Donc vous étiez issus de la même liste. Donc voilà. Donc je mets à l'écran donc les commissions dans lesquelles vous êtes, Madame de France. Vous êtes donc dans la voirie, stationnement, circulation, cadre de vie, sécurité, tranquillité publique, espaces ruraux et agricoles. Dans les activités économiques et relations avec les entreprises, signalétique commerciale, publicité, commerce, artisanat. Et puis, aidez-moi. Et c'est tout, très bien. Voilà, donc vous avez, mesdames et messieurs, à l'écran, donc la liste des commissions avec leurs membres. Y a-t-il des oppositions quant à cette présentation? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité, je vous en remercie. Pardon, monsieur le maire, j'aimerais savoir pourquoi il y a un photographe qui... C'est la presse. Ah, très bien. Si vous voulez qu'ils ne vous prennent pas en photo, vous le dites. Hein. Non, je voulais simplement savoir à quel titre vous étiez là. C'est parfait. Voilà, la Voix du Nord. Merci. Non, on vous en prie. Voilà, mais nous étions au courant. Pas moi. Désolé. Alors, nous allons passer à la délibération 2267, donc qui concerne la vente d'un terrain. Alors, je vais essayer de refaire un petit historique rapide de ce qu'était l'AFUP, Association foncière urbaine du Petit Prince. Donc, ces ensembles de parcelles, en fait, puisque c'est plusieurs parcelles qui ont été mises au pot par différents propriétaires de la rue de la Résistance et puis par la commune. Ces parcelles ayant été mises au pot, ça représentait quelque chose qui ressemblait à rien, et puis il y a eu un arpentage qui a été fait, et puis un remembrement des parcelles, remembrement que vous avez ici à l'écran. Et nous, commune de Vambrochy, disposons sur ce terrain de 3 parcelles. Donc c'est la parcelle 1, donc qui mesure 1277 mètres carrés, la parcelle 2 qui mesure 415 mètres carrés et la parcelle 11 qui mesure 435 mètres carrés. Nous avons décidé de mettre aux enchères ces parcelles. Donc il y a eu une estimation domaniale dans un premier temps qui a servi de base aux enchères. Donc les enchères se sont faites sur un site de vente aux enchères publiques, Agorastore. Et donc ça a duré 5 jours, je crois.
c'est ça, hein? Donc la publicité en avait été faite un mois avant, et après 5 jours, il y a eu 9 personnes qui ont enchéri. L'enchère la plus basse de mémoire était autour de 150 000 euros. L'enchère la plus haute, vous l'avez à l'écran, de 180 001 euros. Voilà, donc cette enchère a été faite donc, par des personnes donc, qui donc, seront bientôt propriétaires de la parcelle. Nous n'avons pas encore signé. Nous allons passer chez le notaire après avoir acté en conseil municipal donc, cette délibération. Donc, pour être très transparent et très complet, revient à la ville 163 340 euros TTC net vendeur. Et les 16 661 euros restants correspondent aux frais d'agence. Voilà, donc le projet des acquéreurs est donc de construire une maison individuelle, également éco, avec une archéologie, si on peut dire, hein, qui va allier de l'architecture écologique, et donc qui deviendra leur résidence principale. Aujourd'hui, ces personnes sont marquoises. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Muté ? Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Sur cette parcelle, aujourd'hui, il y a 2 arbres qui, me semblent, étaient remarquables dans l'enquête qui avait été menée. Enfin, en tout cas, un certain nombre avait été relevés. Alors, je ne me souviens plus exactement lesquels. Mais aujourd'hui, sur toute la partie, on va dire, est de l'espace qui, aujourd'hui, dont la plupart des maisons sont en construction, il n'y a plus un seul arbre. Donc, aujourd'hui, je me demande à terme, est-ce qu'il y a encore des arbres sur cette partie-là, sachant que alors, sur la parcelle, on a au moins une trentaine d'abattus. Ouais. Sur la parcelle que nous avons vendue, il y a effectivement un arbre. Bon, je pense que ce monsieur va enlever cet arbre pour planter sa maison. Néanmoins, il faut savoir que donc, la charte de l'espace public nous oblige aujourd'hui à... alors, vous allez me dire, j'ai fait cette remarque en conseil, en commission. C'est de dire aujourd'hui, un arbre de 30 ans, si on le remplace par un arbre de 2 ans ou 3 ans, il va falloir 27 ans pour que l'arbre ait les vertus d'aujourd'hui. Néanmoins, un arbre abattu, c'est 2 arbres de plantés, si l'arbre est mort, et c'est 4 arbres de plantés si l'arbre est vivant. Pour continuer à répondre à votre question, aujourd'hui, nous avons sur notre parcelle, la parcelle 1 de 1277 m², 2 arbres remarquables, un chêne et un saule. Ces 2 arbres, aujourd'hui, l'objectif c'est de les conserver. Donc là, il nous reste à rencontrer les riverains, l'école. Donc tout ça c'est en projet, hein. Donc les riverains, l'école. Donc dans l'école il y a 3 parties. Vous avez l'OGEC, puisque c'est une école privée, vous avez l'association des parents d'élèves, et puis les enseignants. Donc l'objectif c'est de rencontrer toutes ces parties et de faire un projet qui soit réalisable sur ce terrain, en collaboration avec la MEL, naturellement, et puis surtout qui réponde aux besoins de l'école, mais tout en conservant ces 2 arbres. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse et exhaustif. Vous envisagez donc de céder ou de vendre la parcelle? Certainement pas. Donc ça resterait un espace ouvert au public? Ah oui, oui, bien sûr. Une question, si vous permettez. Pour quelle raison vous vendez cette parcelle? Parce que, qu'est-ce que vous vouliez en faire? 435 m². Le but du jeu, c'est d'avoir un lotissement qui soit harmonieux, et puis peut-être aussi d'accueillir des familles. C'est important d'accueillir des familles pour les écoles. D'accord, parce que je vois que c'est sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son actif. Non, la ville ne pouvait-elle pas garder ça, trouver autre chose de plus intéressant à faire que de vendre? C'est la question que je me pose. Merci, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur
Bah oui, mais c'est Non, bien attendez, critiquer, mais derrière, il faut avoir des attendez. idées. Moi, j'ai plus le sentiment que vous vendez pour récupérer de l'argent et pour préparer, en fait, une espèce de pare-muraille un peu fragile. 180 000 euros. Hein. Bah oui, 180 000. Oui, mais bon, avec toutes les dépenses que vous nous préparez, monsieur le maire, je crois que 180 000 euros, ça sera important. Ben ouais. Si vous voulez, par le passé, je pense qu'on a construit sans s'occuper des gens. Maintenant, on va s'occuper des gens sans forcément construire, mais ou en construisant des choses pour les gens. Ça semble une belle histoire, monsieur le maire. Merci. Et ouais, c'est une maison bleue adossée à la colline. Bien, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Très bien, merci. Alors, la délibération suivante, je vais laisser la parole à Monsieur Sass pour parler donc de l'état du personnel 2022 modificatif. C'est assez courant. Donc, oui, une petite modification de fin d'année pour donc répondre aux besoins de la ville. Pas beaucoup enfin même pas du tout de suppression, que des créations, hein, un adjoint administratif. Alors ben, c'est pas spécifiquement des recrutements, c'est surtout bon pour justifier la présence de certaines personnes. Et on a commencé avec la DGS et le DRH à revoir un peu le cas d'adjoints qui étaient en CDD et voir si on pouvait les stagiairiser ou pas. Et donc l'adjoint administratif fait partie donc de ces personnes-là. Un rédacteur principal de 2e classe, un adjoint technique, là c'était pour le cimetière, des adjoints techniques à temps non complet de 20 heures, ils étaient en CDD, on les passe donc en stagiairisation, hein, c'est 2 personnes qui font de l'entretien. Un brigadier chef principal, donc là c'est un recrutement, hein, en remplacement d'un autre agent qui s'en va, mais pas au même grade. Et un assistant d'enseignement artistique de 1re classe de 10 heures. On avait créé un de 2e classe, mais le professeur, donc, il mérite la 1re classe. Donc, on crée avant de retirer, donc, la prochaine fois, celui de 2e classe. Et une modification pour un enseignement artistique également principal de 2e classe, à temps non complet, un TNC, qui passe de 6h30 à 7h. Donc, vous avez reçu, joint à cette délibération, le détail, c'est-à-dire l'état du personnel, donc modifié par ces modifications. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, Monsieur Sass, la parole est toujours à vous. Alors, on continue, comme il y a quelques années, je crois que l'année dernière. L'année dernière, hein, nous avions déjà, donc, puisque maintenant nous avons droit à un recensement ponctuel tous les ans, hein, pour ajuster un peu notre population. Donc, nous devons recruter 3 agents. Je vous ai indiqué leur rémunération à la feuille. Hein. Une feuille de logement remplie, c'est 1,30 €, 1,85 € pour un bulletin individuel rempli et 20 € pour chaque séance de formation. Alors, pour information, en 2022, chaque agent recruté a touché à peu près 750 € pour son travail. Donc, c'est du 19 janvier au 25 février. Hein. C'est un gros mois de travail. Y a-t-il des questions? Des remarques? Bien, une remarque, la même que l'année dernière. Hein, pour un peu plus d'un mois de travail, 750 €, ben, moi, ça me paraît faible. Hein, d'autant plus avec l'inflation qu'on connaît et les difficultés qui touchent les gens. Je regrette que la ville ne donne pas un petit coup de pouce. Ben, ce n'est pas la ville qui fixe les tarifs, monsieur. Je sais bien, mais rien n'empêche la ville de donner un petit coup de pouce. Ben, si on suit les réglementations, nous, hein, vous savez. Merci, monsieur Sass. Je vous en prie. Alors, qui est contre ou
Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors, Monsieur Sass, la parole est toujours à vous pour les La délibérations. deuxième décision modificative budgétaire donc, du budget principal, une légère modification par rapport à ce que je vous avais donc annoncé en commission. Je vous avais annoncé une modification au chapitre 11 et au chapitre 23 dans la section de fonctionnement qui se compensait avec 110 050 € en moins au chapitre 11 et 110 050 en plus au chapitre 23 qui correspondait donc à une annulation qu'on avait fait dans la décision modificative 1 puisqu'on avait retiré de l'investissement donc la formation et puis l'installation des logiciels RH et puis financiers. Et pour finir, la trésorerie nous a refait un petit mail en disant qu'en définitive, il fallait mettre ces choses-là, donc non plus en investissement, mais il fallait bien les laisser en investissement, non pas en fonctionnement, mais bien les laisser en investissement, puisque c'était une installation d'origine. En revanche, je vous avais dit qu'on ne changeait rien d'autre, notamment au chapitre 12, au niveau du personnel. Et là, après avoir refait un peu les comptes, voir s'il n'y avait pas de soucis, on a préféré rajouter quelques subsides donc, sur certaines lignes, dont vous avez le détail en annexe, la prime d'inflation pour 15 600 €, la prime pour les non-titulaires, toujours d'inflation aussi, 10 000 € pour les apprentis, et la rémunération des apprentis, 7 000 €, les cotisations CNF-PTS et pour 5 500 et les cotisations retraite pour 40 500 €. Le tout faisant 80 000 € en plus au chapitre 12, que l'on compense par des recettes du droit d'enregistrement, puisque on a eu, comme chaque année, puisqu'on ne force pas sur les droits d'enregistrement, puisqu'on peut difficilement prévoir le volume d'opérations immobilières sur la commune, donc nous pouvons compter sur 80 000 € en plus de ce côté-là. Ce qui nous fait augmenter donc la section de fonctionnement de 80 000 € en dépenses et de 80 000 € en recettes. Au niveau de l'investissement, rien de changé par rapport à la commission. Donc, nous réintégrons 100 000 € au 2051 pour l'installation et la formation des nouveaux logiciels. Il y a un petit remboursement donc, de la Madeleine pour les études du CSU, qui passe en investissement pour 10 050 €, alors que nous les avions mis en fonctionnement. Donc on le retire du fonctionnement et on l'ajoute en investissement. Il y a les plans de géomètres de Ferry qui ont été réalisés et qui passent donc en opération d'ordre pour être imputés au 21 312 par le débit du 20 31. Mais c'est un mouvement d'ordre de 4 705 € de chaque côté. Les 110 050 € qui viennent de la section d'investissement se rajoutent donc en section de fonction d'investissement en recettes et ça équilibre tout ça à 114 755 €. Il n'y a pas de nouvelles dépenses, ce sont uniquement donc des ajustements. Y a-t-il des questions ou des remarques? Bien. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, la parole est toujours à vous. Alors, il s'agit de deux délibérations, une pour le port et une pour le budget principal. C'est des délibérations techniques que nous prenons tous les ans dans l'attente du vote du budget. Ce sont des crédits provisoires uniquement ouverts au niveau de l'investissement à hauteur du quart des crédits ouverts de l'année précédente. Donc c'est une délibération qu'on fait tous les ans de manière à pouvoir continuer à travailler et payer des factures sur l'investissement en attendant le vote du budget. Vous avez reçu avec votre conseil municipal donc une liste détaillée des dépenses d'investissement. Moi, en commission, je vous avais donné donc la même chose, mais regroupée par nature, c'est-à-dire au niveau de l'article, 2031, 2033, 2051 et 2053 par exemple, bien que le budget soit voté au niveau du chapitre, c'est-à-dire que normalement, au total, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 23.
Donc pour le chapitre 20, il y avait 951 000 euros de crédit ouvert. Donc pour travailler en attendant le vote du budget sur le chapitre 20, nous avons 237 973 euros et 75 centimes. Au chapitre 204, qui ce sont les subventions versées, nous avions 10 050 euros d'ouvert et donc on a 2 512,50 euros au budget 2023 pour travailler. Ensuite, au chapitre 21, qui sont les différents travaux, 2 253 440 de crédits ouverts, donc nous avons 563 000, une autorisation de 563 360 euros pour le travail de début 2023. Au niveau du chapitre 23, qui reprend exclusivement la construction de l'hôtel de ville et la rénovation de l'éclairage public, le tout pour 1 235 000. Nous allons donc pouvoir régler des factures pour une concurrence de 308 750 euros. Ce qui fait au global, pour 4 450 de crédits ouverts, 1 112 596,25 donc possible pour 2023. Sur la même lancée, je vais partir sur le crédit provisoire du port de Plaisance, où les chiffres sont bien entendu pas du tout les mêmes, puisqu'on avait 200 euros d'ouvert au fin de 51 pour les logiciels. Nous avons donc un crédit de 50 euros avec lesquels on ne fera pas grand-chose. Et au chapitre 21, nous avions 2 lignes, l'installation générale pour 5 000 euros et les autres matériels pour 21 025 euros. Et donc, les crédits ouverts pour 2023 s'établissent à 1 250 euros, plus 5 256,29 pour les autres matériels, soit au total 6 556,29 euros pour 26 225,17 euros d'ouverts en 2022. Merci, Monsieur Sass. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Sass, la parole à vous. Les admissions en non-valeur. Comme chaque année, la trésorière de Saint-André fait un peu le ménage dans tous les impayés de la ville et puis des autres, bien entendu. Et nous avons donc reçu une liste d'impayés qui avaient des PV de carence, des impossibilités de rembourser, des sommes trop faibles, et le tout représente donc 3 095 euros et 61 centimes. Cela concerne notamment des mises en fourrière, puisque quand des véhicules à notre demande sont mis en fourrière, nous devons bien entendu payer le dépanneur. Donc, il y en a 6 qui ne nous ont pas remboursé. Chaque fois, c'est 217,88 euros. Donc, pour les mises en fourrière, on a un total de 1 307,28 euros. Nous avons quelques bricoles sur 9 dossiers pour 195 euros à peu près. Et le reste, c'est donc des dossiers essentiellement des impayés de cantine qui sont difficiles à recouvrer par la situation donc, des personnes concernées. Monsieur Deberg. Concernant les mises en fourrière, je crois savoir qu'à un moment, quand ils sont en fourrière et en garage chez le garagiste, en attendant que la situation évolue, certains véhicules sont vendus aux enchères. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc il y a peut-être moyen de récupérer de l'argent au moment de ces ventes. Je ne sais pas. Ouais, mais au niveau de la vente aux enchères, si vous voulez, c'est essentiellement pour récupérer les amendes. Parce qu'il le Trésor public s'occupe de la récupération des amendes, mais pas spécialement donc de la mise en fourrière. Il faut savoir que certaines communes ne recouvrent même pas le dépannage. Non, mais je sais que ça arrive. Je dis ça comme ça pour votre information. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Witterbeck concernant la mutualisation partielle de nos polices municipales avec Marquette, Saint-André et la Madeleine. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc une première expérimentation a eu lieu avec succès au niveau de l'année 2022. Les brigades de la Madeleine, Marquette, Saint-André et Vombrechy ayant réalisé
à titre informatif, 40 patrouilles de nuit communes. Ces patrouilles de nuit ont eu pour résultat l'accomplissement de 188 interventions et 19 interpellations avec remise auprès de l'officier de police judiciaire. Au regard de cette expérimentation, des exigences concrètes en découlant, les communes concernées se sont ainsi entendues sur la nécessité de conclure une nouvelle convention relative à la mutualisation partielle de leur police municipale pour les brigades communes de surveillance et de tranquillité nocturne, et plus particulièrement pour une durée de 3 ans au lieu d'une durée d'1 an renouvelable, afin de pérenniser cette mutualisation. Donc il convient toutefois de dénoncer au préalable la convention initiale qui avait été signée en début d'année, selon les modalités mentionnées en son article 14, à savoir dans le respect d'un préavis de 3 mois, à l'issue duquel la nouvelle convention pourra prendre effet à compter du 1er avril 2023. Donc il demandait tout simplement au conseil municipal de se prononcer pour une nouvelle convention susvisée de mise en commun d'agents de police municipale pour les communes donc de Marquette, Saint-André, de la Madeleine et Vambrechy, d'approuver le principe tout simplement de l'élaboration d'une nouvelle convention de mise en commun d'agents de police municipale pour les communes citées précédemment, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette présente convention correspondante pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2023 et de prendre acte de la signature par Monsieur le maire d'un avenant donc à cette même convention de coordination entre la police municipale et les forces de l'ordre de l'État. Et pour terminer, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques portées sur cette délibération? Monsieur Spadavecchia. Merci, monsieur le maire. Naturellement, en ce qui nous concerne, monsieur Witterbeck, nous nous félicitons. Nous nous félicitons du succès de cette coopération intercommunale, car tout ce qui va dans le sens de l'amélioration de la sécurité des habitants de nos communes respectives va dans le bon sens naturellement. Et pour ma part, et avec Tony Dossi, nous voterons en faveur de cette délibération. Simplement, ça démontre, mais je me répète, mais en fait, que ce soit en politique ou dans l'enseignement, monsieur le maire, vous êtes dans l'enseignement, la répétition, c'est toujours utile. Et ça démontre, à mon sens, l'inutilité d'une structure telle que le CIVOM, qui génère des frais, etc., sur lesquels on reviendra. On reviendra à la fin de l'ordre du jour. Cette structure informelle fonctionne, c'est très bien, je m'en félicite. Alors, je vous remercie pour ce retour, monsieur Spadavecchia, monsieur Dossi. Le CIVOM est un autre sujet, je pense qu'on répondra également, ça fait partie des questions. Et là, on parlait notamment du CSU, je pense que vous parliez plutôt du CSU, non ? Non, le CSU intercommunal, tout ça, c'est une chose. Simplement, je constate que certaines villes ont pu se mettre d'accord pour des raisons politiques qui sont à trouver ailleurs, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'y a pas eu besoin de créer une structure aussi lourde qu'un CIVOM pour faire fonctionner cette coopération intercommunale des polices municipales. Et ça, je m'en félicite, parce que je tiens quand même à rappeler que les Français en ont un petit peu assez de toutes ces structures, de ce millefeuille administratif, de tous ces doublons, de toutes ces indemnités que touchent des élus sans que ça soit véritablement justifié. Voilà ce que je tenais à dire. Bon, pour information, le CIVOM a été créé en 1992. Je n'étais pas à Vambrechy à cette époque. Mais bon. En tout cas, moi, je vous félicite. Je ne vous ai pas... J'ai pas dit que c'est vous qui l'avez créé, monsieur le maire. En tout cas, moi, je vous félicite, monsieur Witterbeck, parce que c'est facile de se féliciter quand on n'est pas à l'origine des choses. Moi, je vous félicite pour le travail que vous accomplissez au jour le jour sur ce domaine et sur bien d'autres. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Muté.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Je m'interrogeais en fait, aujourd'hui, cette convention précise un certain nombre de partenariats, une renégociation aussi de la convention avec l'État pour le côté certainement police nationale. Qu'est-ce qui est prévu également avec le réseau donc, que vous avez mis en place, voisins vigilants, si je ne me trompe pas. Citoyens référents. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui manque certainement, je pense, aujourd'hui un peu de visibilité auprès de la population. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les forces de police qui ont déjà eu une réunion, je le sais, avec ses représentants, voilà, quel est un peu le devenir, la liaison aussi avec les alertes qu'ils pourraient émettre? Monsieur Witterbeck. Il y a un retour qui a été fait lors de la dernière commission, hein, justement par rapport aux citoyens référents. Les premiers panneaux ont été posés aujourd'hui même, puisque j'ai vu la photo ce matin, avec un affichage qu'on avait pu montrer également pendant cette commission. Une réunion est prévue là sur le mois de décembre pour faire un point justement avec les personnes qui font partie des citoyens référents. Le but est bien évidemment d'agrandir, d'étoffer encore plus avec les personnes qui voudront bien s'inscrire, bien évidemment, pour devenir citoyens référents. Voilà. Donc il y aura une communication qui sera refaite sur 2023 à cet effet. Nous aurons à nous prononcer également dans les semaines à venir sur la constitution, soit l'intégration d'un CISPD, c'est comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ou sur un CLSPD, commission locale de sécurité et de prévention de la délinquance, pardon. Nous n'avions pas la possibilité de le faire aujourd'hui parce qu'on n'était pas assez avancé. Mais ça rentre aussi dans ce processus enfin, les citoyens référents rentreront également dans ce processus de commission de sécurité et de prévention de la délinquance. Y a-t-il d'autres remarques? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors, donc, la délibération suivante donc, sera faite sous mon timbre, puisque nous allons parler d'un rapport sur la mutualisation et la coopération entre la MEL, Métropole Européenne de Lille, et les communes membres, dont Vambrechy. Donc, là, on n'est pas pour se prononcer sur ce qui est fait à Vambrechy, mais bien évidemment sur un rapport métropolitain. Donc, un peu d'histoire. Donc, le 19 juin 2015, lors du Conseil métropolitain, a été lancé le premier schéma de mutualisation. L'objectif de ce schéma, bien évidemment, c'est de mutualiser pour essayer d'économiser, enfin pas d'économiser, mais de dépenser le moins possible sur les dépenses que nous pouvons faire, donc de l'achat groupé. Donc ce schéma sera actualisé en Conseil métropolitain donc, du 16 décembre 2022. L'objectif, c'est donc de travailler en partenariat avec les communes, notamment dans les conférences métropolitaines des maires, dans lesquelles on se retrouve tous, entre maires. Donc les maires sont regroupés en différents secteurs. Donc nous, pour information, on est avec Marquette, Saint-André et la Madeleine, pour ne pas les citer toujours. Il n'y a pas que des raisons politiques qui font que nous nous tournons les uns vers les autres, mais bien parce que nous dépendons des mêmes secteurs. Il y a aussi Verlinghem, Lompré, Lambersart. Il y en a 12 en tout. Enfin voilà, les principales communes, même si les autres sont également importantes, mais je ne les ai plus en tête. 18 dispositifs ont été déployés depuis 2015, notamment des services communs, nous l'avons dit tout à l'heure, des mises à disposition de services, des prestations de services ou des groupements de commandes. Les communes sont libres de s'inscrire dans le dispositif ou de ne pas s'y inscrire et sont libres, si elles sont inscrites, dans une inscription globale, mais elles sont libres ou non d'entrer dans un projet de mutualisation. Je peux donner un exemple concret. Par exemple, nous avons signé une convention pour de l'achat groupé en gaz, par exemple. Si nous jugeons que le gaz peut être plus avantageux ailleurs, à ce moment-là, on ne rentre pas dans le système et puis nous passons dans un autre marché public. Toujours est-il que pour le gaz, nous avons choisi... Je termine, Madame de France.
Vous pouvez nous rappeler justement de quel service on bénéficie au niveau de Vambrechy? La dernière fois, vous m'aviez dit que vous étiez très rapide. Eh bien, encore aujourd'hui. C'est la vous diapo voyez. d'après. Les grands esprits, donc. Je vous le dis juste après. Merci. En fait, là, je mets en contexte, si vous voulez. Et donc, regardez juste en dessous maintenant, les engagements vambrecitains. C'est peut-être parce que c'est pas... Ah si, c'était affiché. Ah, pardon. Non, je vais les dire. Donc, globalement, les engagements vambrecitains, donc, c'est le dépôt des archives définitives. C'est tout ce qui est inhérent aux autorisations de droit des sols et de guichets numériques. C'est aussi le service d'instruction métropolitaine des autorisations d'urbanisme. C'est les dispositifs mutualisés de valorisation des CE, les certificats d'économie d'énergie. Et c'est aussi un conseil en énergie partagée. Donc c'est un technicien qui est plutôt compétent sur notre secteur, qui s'appelle Monsieur Combette, qui est mis à disposition des communes de notre secteur justement pour nous permettre de gagner, comment je vais dire, en visibilité, en lisibilité sur les économies que nous pourrions faire au niveau de nos bâtiments. Madame Delbecq, est-ce qu'il y a d'autres marchés que j'aurais oubliés? Les groupements de commandes, on a parlé des groupements de commandes tout à l'heure. RGPD, ouais, donc le règlement de protection des données. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on avait la vidéoprotection, qui était avec Eiffage. Donc c'est un groupement mail, donc Eiffage était notre prestataire jusqu'à aujourd'hui. Le marché se termine, me semble-t-il, fin 2020, mi-2023, je crois. Et là, une attention est particulière, d'ailleurs ce qui est écrit dans la délibération, une attention particulière est portée sur cette vidéoprotection, puisque dans le cadre du CSU que nous essayons de monter avec nos communes voisines, il faudra voir si on s'y engage ou pas. Donc là, aujourd'hui, on porte une attention particulière sur ce sujet-là. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur la mutualisation, la coopération entre les communes et la MEL? Non? Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors vous parliez du CIVOM, Monsieur Spadavecchia. Nous allons en parler maintenant avec Monsieur Sass, donc qui va nous parler du retrait de la commune de Lambersart. C'est moi? Ah ben c'est moi alors, très bien. Donc la commune de Lambersart, non c'est toi, c'est la réponse, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. La commune de Lambersart a décidé de sortir, hein, donc c'était un projet de campagne. Lambersart était une ville fondatrice du CIVOM, et cette sortie de Lambersartoise requiert le consentement du comité syndical du CIVOM dans un premier temps. Donc ce consentement a été accordé. Et puis ensuite, les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer et s'exprimer, donc à savoir pour, contre ou bien évidemment s'abstenir sur le retrait des villes qui se retirent. Aujourd'hui, donc, nous parlons de Lambersart. Si nous ne notifions pas notre délibération au CIVOM dans les 3 mois à compter de la date où nous avons reçu le courrier d'accord du CIVOM pour le retrait de Lambersart, à ce moment-là, la décision serait réputée comme défavorable et non comme favorable. Souvent, si on ne se prononce pas, la décision est favorable. Là, si on ne se prononce pas, ça veut dire que nous exprimons notre désaccord pour que Lambersart sorte. Voilà. Donc, tel est l'objet de la délibération 2276 que je vous propose maintenant. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Muté. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez d'anticiper sur notre question qui est relative aussi également à ce sujet? Est-ce que vous voulez que je l'affiche? Oui, volontiers. Voilà.
Donc vous nous demandez, monsieur le maire, de nous prononcer, donc, lors de ce conseil municipal, sur le retrait de la commune de Lambersart du Sivom Alliance Nord-Ouest. Lambersart n'est pas la première commune à se retirer, mais fondatrice du Sivom, comme vous l'avez indiqué à l'instant, et forte d'une population d'un peu plus de 27 000 habitants, elle est certainement la plus emblématique, enfin, en tout cas de celle qui reste. Nous pensons que cette délibération pourrait être l'occasion d'évoquer le fonctionnement du Sivom, non seulement pour le conseil municipal, mais aussi pour les Vambrocitains et les Vambrocitaines. Pourriez-vous nous faire le point sur les compétences encore actives, malgré les transferts à la MEL, sur le fonctionnement du service urbanisme, en précisant notamment quelles communes membres ou non membres y ont recours, et enfin sur le rôle du Sivom dans le domaine de l'insertion. En parallèle, nous nous interrogeons sur les incidences financières que ne manqueront pas d'entraîner ces retraits successifs, et plus particulièrement pour notre ville. D'avance, nous vous en remercions. Alors là, je vais laisser la parole à Monsieur Sass. Oui, tout d'abord, je vous remercie de l'avoir envoyé suffisamment tôt, de manière à pouvoir préparer une réponse qui n'était pas en 3 lignes. Donc, merci. Bon, personnellement, je ne suis pas persuadé, et je me demande même si M. Bush l'est encore maintenant, que la sortie de Lambersart soit si bénéfique pour sa ville. C'est à l'évidence une décision, comme l'a dit notre maire, purement politique, destinée à faire table rase du passé, et notamment tout ce qui est lié à M. Dobrez. Bon, je rappelle que le Sivom a pour origine la création de l'EHPAD de Marquette, à l'initiative de Lambersart, Marquette, Saint-André et nous-mêmes Vambrochy. Nous étions 4 villes, et c'est en 92, donc, pour la création de cette EHPAD. Petit à petit, des communes nous ont rejoints, sans pour autant participer donc à la gestion de l'EHPAD, mais qui souhaitaient donc entrer dans ce Sivom. Le motif invoqué par Lambersart sur la participation financière supérieure aux bénéfices, puisque c'est toujours ce qu'il a dit, qu'il en retirait moins que ce qu'il donnait. Ça me semble évident que les grosses communes payent un peu pour les plus petites. Et dans ce cas-là, on oublie un petit peu la solidarité entre les communes, notamment envers les plus petits ou les moins riches. Ce n'est pas l'efficacité du service du Sivom qui n'a été remis en cause, puisque bien que quittant la ville souhaite continuer à bénéficier de certains services, que je différencie quand même des compétences, puisque les archives ne sont pas une compétence. Le traitement des dossiers d'urbanisme n'est pas non plus une compétence, c'est un service qui est rendu, puisque ce n'est pas le Sivom qui décide quoi que ce soit au niveau archives, ni au niveau urbanisme. Donc, ce n'est pas les services qui sont donc vraiment mis en cause. Bondu, puisqu'on va parler un peu de tout le monde. Bondu, lui, n'avait plus de compétences depuis le transfert à la MEL de la fibre. Donc Bondu n'avait plus d'intérêt spécifique à rester sur le Sivom, puisqu'il n'était plus adhérent à aucune compétence, mais il utilisait le service urbanisme. Donc il continuera lui aussi à utiliser le service urbanisme. Donc vous voyez, les gens, ils sortent les uns derrière les autres, mais ils continuent à vouloir bénéficier des services qui sont fournis pour le dit Sivom. Comine. Comine, lui, est sorti, et le problème est quand même un peu différent, puisque son adhésion, elle, était aussi, si j'ose dire, légèrement politique, et ne concernait pas vraiment le territoire nord-ouest par son éloignement. Elle n'avait qu'une compétence, c'était l'animation, et sa participation financière était certainement nettement supérieure à ce qu'il en retirait lui aussi vis-à-vis du retour qu'il avait. Mais c'est vrai que l'animation, c'est essentiellement les fêtes de l'eau et terroir en fait, et Comine est quand même vachement excentré, et donc il bénéficiait de pas grand-chose au niveau de ces fêtes-là. Vous vous interrogez sur son fonctionnement. Le fonctionnement, il n'a pas changé depuis sa création. Il fonctionne toujours de la même façon. Les statuts ne sont modifiés qu'à la marge de temps en temps. Et le règlement, donc, a été, depuis sa création, et puis il ne change pas. En revanche, l'exécutif, lui, a été modifié suite aux dernières élections. Et ça fait quand même partie du fonctionnement, puisque on est passé d'un bureau avec 11 vice-présidents, puisque c'était
entre parenthèses, l'habitude de donner une vice-présidence par commune participant au CIVOM. Là, il y a maintenant un président et 4 vice-présidents qui reprennent donc les délégations regroupées. Le service urbanisme, lui, il fonctionne comme tous les services urbanisme, en apportant un petit plus par rapport à celui de l'AMEL, quand même. Le contact avec l'habitant, ce qu'on n'a pas avec le service de l'AMEL. Parce que là, nos agents sont accessibles aux demandes de la population, qui peuvent téléphoner directement à ce service pour avoir des renseignements et même venir rendre visite dans les locaux du CIVOM. Le CIVOM travaille actuellement pour 17 communes. Et on envisage aussi d'étendre l'action pour le recollement, par exemple, et puis pour la publicité. Ces communes sont Bois-Grenier, Anglo, Entière-en-Wep, Fromelles, Herly, La Chapelle d'Armentières, Allen-les-Aubourdins, Le Ménil, Prémec, Redaghem, Delemont, Lambersart, Lompré, Marquette, Péranchy, Quesnoy-sur-Deuil et Verlinghem. Le service archives, bon, lui, n'est pas comparable du tout avec celui proposé par l'AMEL. Parce que l'AMEL, elle propose quoi? C'est recevoir les archives, de les mettre dans un tiroir, et puis c'est bon, terminé. Tandis que nous, nos agents, ils préparent les archives. Ils viennent ici sur place, ils travaillent sur place, ils trient, ils jettent ce qu'il faut jeter, et ils préparent donc les archivages au niveau de l'AMEL. Ils forment également aux besoins nos agents municipaux, font des recherches, des expositions, des fiches historiques. Concernant l'assertion, puisque vous posez une question sur l'assertion n'est pas spécialement une compétence du CIVOM. Mais celui-ci n'est pas pour autant inactif sur le sujet. Il a fait une action pour aider les jeunes à la recherche de jobs d'été ou de jobs d'étudiants. Chaque année, il recrute des jeunes en service civique. En lien avec la mission locale, il met en avant l'apprentissage lors des mercredis par l'alternance. Il propose aux communes des travaux d'intérêt général. Donc là, ce n'est plus les jeunes. Vous pouvez constater donc que l'insertion est aussi une de nos préoccupations. Je ne parle pas beaucoup de ce qui est formation et puis au niveau de l'emploi, puisque le CIVOM n'est que financier, disons, de l'ALPE, puisque ALPE, c'est l'association qui regroupe la Maison de l'Emploi et les autres activités. Pour en revenir à la sortie de Lambersart, évidemment, sa sortie impactera le fonctionnement et les recettes du CIVOM. Mais ça diminuera aussi ses dépenses, puisque nous réduirons le coût des animations organisées sur cette ville, mais aussi les subventions à l'association Alpes, puisque, bon, Lambersart restera, bien entendu, dépendant donc de la Maison de l'Emploi, de la mission locale, et c'est lui qui versera donc directement sa subvention, donc qui est basée sur le nombre d'habitants, et qui versera donc directement à Alpes la subvention. Donc ça diminuera bien sûr nos recettes, puisque Lambersart ne sera plus là, mais ça diminuera aussi nos dépenses. Nous avons, depuis quelques années, depuis que le nouveau bureau, changé le calcul de la participation fiscalisée de chaque commune. En passant d'un montant fixe, puisqu'il y avait un montant bloqué de 918 000 euros, il a été longtemps de 900 000 euros. Et en 2002, me semble-t-il, Marc-Philippe Aubrès avait souhaité augmenter les impôts de 2%. On était passé à 918 000. Et donc, tous les ans, on réclamait, donc, enfin, on faisait un appel de 918 000 euros aux différentes communes. Et ça, c'était donc ventilé selon 3 critères. C'était la population, les bases et les produits attendus. Nous avons donc changé ce système et nous avons donc coupé donc ce montant bloqué pour faire un appel en fonction des besoins réels. Il faut savoir que ce produit bloqué, tous les ans, donc on réclamait 918 000 euros, plus la TPU, 303 000 euros. Donc il y avait automatiquement 1 200 000 de recettes, quelles que soient les dépenses. Donc depuis 2 ans, on fait un budget qui est équilibré, alors qu'avant on faisait un budget qui était suréquilibré, mais en recettes. On avait toujours au budget un excédent de ce qui a fait gonfler donc des excédents. Ce qui explique les excédents actuels. Vous redoutez donc les incidences financières de ce retrait sur notre ville. Bon, je pense que je peux vous rassurer,
La ville elle-même ne supportera aucune incidence puisque la part de Vaubrochy, comme la plupart des communes, est fiscalisée. Je pense bien sûr à nos habitants aussi, rassurez-vous. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'a oublié le maire de Lambersart. Il ne va rien récupérer du tout dans son budget, bien au contraire, puisque ce qui a été payé par la fiscalisation directement sur les feuilles d'impôt, c'est lui qui les paiera sur son budget. Les impôts des Vaubrocitains, rien à craindre, puisque Lambersart versera plus de 200 € en 2023 et 2024. C'est le coût de sa sortie. C'était 650 000 s'il ne prenait pas les services. Là, comme il prend le service archive et qu'il prend le service, il s'est engagé pour 4 ans. Donc, on a réduit donc son coût de sortie à 450 000 €. Baudu paye également, donc sur 2 ans, 20 000 €, et puis commune a payé donc sur un seul. On parlait des excédents. Le CIVOM a des excédents d'1 million, 1,5 million, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Celui de l'investissement sera grandement utilisé pour des travaux à réaliser à l'EHPAD, des travaux qui n'ont pas été toujours suivis donc, dans les années précédentes. Je peux vous dire que pour 2023, l'impôt appelé au niveau de la population sera inférieur à celui de 2019. Je crois avoir répondu globalement à vos questionnements. Je vous remercie. Par contre, ça fait écho à ce qu'avait présenté M. le maire juste à l'instant sur la mutualisation et la coopération. Si on peut revenir sur les compétences, quand on vous a demandé tout à l'heure, Madame de France, sur les compétences auxquelles adhérait la ville, il y avait notamment les archives, l'instruction des permis de construire. Donc, je savais que les archives étaient... Alors je me disais, bon, on va peut-être passer à la MEL, pourquoi pas, enfin, je veux dire que... Mais, Alors la MEL, ce sont les archives définitives. C'est pas les mêmes archives. La MEL, c'est des archives définitives. C'est ça, hein, Laurence. Le CIVOM, c'est des archives qui sont pas... comment je vais dire définitif, c'est à partir d'une certaine voilà, ancienneté, exactement. on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je ne m'abuse, les archives, nos archives du CIVOM partent à la MEL. C'est pas les mêmes archives. Hein. D'accord. Et sur les services d'instruction, on va dire des permis de construire, enfin, l'urbanisme. Ouais. Alors là aujourd'hui, je vous avoue qu'on n'a pas encore cherché à changer. Nos dossiers d'urbanisme à la MEL. À la MEL, tout à fait, oui. Madame de France. Vous savez pourquoi. Que la décision a été prise de les mettre à la MEL et pas au CIVOM. Oui, enfin, j'ai quelques idées. Mais... Oui, c'est les mêmes. Mais le c'est coût, aussi, c'est le toujours coût du service... de se débarrasser de certaines idées qui étaient sur le CIVOM. Le coût que génère le service urbanisme au CIVOM est compensé par les participations des villes. Tout à fait. D'accord. Tout comme celui des archives. Hein. Oui. Bon, les archives, bon, bien sûr, les archivistes travaillent aussi un peu pour les archives du CIVOM. Hein, il faut aussi les archives du CIVOM. Donc, cela, c'est répercuté, c'est par le CIVOM. Mais c'est repris donc dans les frais généraux globaux donc, du CIVOM. Hein, mais de toute façon, bon, au niveau des archives, je pensais avoir été bien précis sur le travail qui était fait par les archivistes du CIVOM, qui était quand même vachement différent de l'archive de la MEL. La MEL ne travaille pas nos archives. Ils prennent nos archives travaillées et les stockent. Alors, j'aimerais aussi compléter sur les archives quelque chose qui me semble intéressant, et je vais mettre Madame, à la fois Mesdames Galland et Demester dans le coup, puisque nous souhaitons travailler, je pense que vous l'avez compris depuis qu'on est arrivé, mais c'était aussi fait par le passé, hein, mais avec les écoles, pour travailler le devoir de mémoire. Et là, j'ai demandé aux archivistes du CIVOM, pour pouvoir intervenir avant le 11 novembre et avant le 8 mai 45, dans nos écoles, pour pouvoir donner, je ne sais pas si vous avez entendu le discours que j'ai écrit à la dernière commémoration, l'objectif aujourd'hui, c'est de donner du sens aux enfants. Qu'est-ce que c'est que le 11 novembre 1918 pour un enfant de 10 ans, 12 ans? Ça ne veut rien dire. Et en fait, moi, l'objectif, c'est que ces enfants trouvent du sens dans le devoir de mémoire. Si on reprend un peu
l'histoire de la guerre 14-18, on n'en est pas loin aujourd'hui. Quand on regarde l'étincelle qui a eu lieu dans les Balkans et ce qui se passe aujourd'hui aux portes de l'Europe, on n'en est pas loin. Et il faut que les enfants aient du sens dans les conflits passés. Et nos archivistes du CIVOM, eh ben, ils vont intervenir dans nos écoles pour justement donner ce sens qui aujourd'hui manque cruellement pour nos enfants. Alors l'école le donne, le sens, naturellement, au travers des cours d'histoire. Mais là, ça sera des photos de Vambrochy, de Marquette, de Comines, de Lémont. Les conflits s'est passé sur nos terres. Et l'objectif, ça va être de dénicher des trésors et les présenter aux enfants pour qu'ils aient ce sens. Et ça, à la MEL, on ne l'aurait pas. Entendons-nous bien, on ne met pas en cause le travail effectué par les archivistes du CIVOM, ni même le travail du service urbanisme. Bien sûr. On souhaitait simplement qu'il y ait une clarification dans cette espèce de superposition, notamment sur l'urbanisme, dans cette espèce de superposition, de façon à ce qu'on comprenne bien qui fait quoi et à quoi nous participons. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Monsieur le maire, moi je suis complètement d'accord par rapport au fait de donner du sens par rapport au futur. Justement, c'est lapsus par rapport à ce qui s'est passé avant au devoir de mémoire. On avait évoqué il y a un peu plus d'un an la possibilité de mettre en place un programme santé au niveau des compétences de la MEL, je dis n'importe quoi, du CIVOM. Est-ce que ça a évolué sur le sujet ? Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aussi parler de l'avenir de nos enfants, et l'avenir de nos enfants avec le réchauffement climatique, les problèmes de santé que l'on peut voir aujourd'hui, la précarité qui augmente et l'inflation. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là à aborder de manière à permettre à toutes les familles, même les plus précaires, de pouvoir vivre correctement, convenablement. Donc effectivement, vous aviez rehaussé de votre présence une réunion de CIVOM, un conseil d'administration, je crois, une commission thématique en tout cas, et en présentant quelque chose de qualité. Et là, je pense que la VP, la vice-présidente, Madame la vice-présidente, qui est à la gérontologie, suit le dossier, effectivement, mais bon, vous connaissez un peu les rouanges administratifs, c'est pas forcément toujours simple à mettre vite, mais c'est dans les tuyaux en tout cas. Ça n'est pas abandonné. On y pense. Donc avant de passer aux questions, donc c'est bien pour ça que voilà. Je vais vous appeler Madame de France, hein, si vous allez. Non, c'est parce que je dis avant de passer aux questions, il me coupe la parole, mon premier adjoint, il me dit il faut la voter, mais naturellement, il va plus vite que la musique. Donc avant de passer aux questions du groupe de Monsieur Spadavecchia, il va falloir nous prononcer sur cette délibération sur la sortie de Lambersart. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Voilà, donc nous avons répondu à la question qui avait été posée par Madame de France et relayée par Monsieur Muté. Nous allons donc répondre maintenant aux questions du groupe Une Nouvelle Ère pour Vambrochy. Merci, Monsieur le maire. C'est Tony Dossi qui posera la première question. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, un Vambrocitain a attiré notre attention sur un courrier qu'il avait adressé le 3 novembre à l'ensemble des élus. Nous nous sommes étonnés de n'avoir rien reçu. Ce courrier qui avait été ouvert nous est parvenu le 17 novembre, après que ce courrier avons fait la demande auprès de la service de la ville. D'autres courriers en souffrance depuis mi-octobre nous ont également été remis à l'occasion de cette distribution, soit avec plus d'un mois de retard. Nous vous demandons, monsieur le maire, la mise en place d'une boîte aux lettres propre à chaque groupe d'opposition, accessible au jour d'ouverture de la mairie. Merci de votre réponse. Alors donc il n'y a pas de souci, hein, vous aurez une boîte aux lettres. Alors moi je m'étonne par contre de cette remarque, le courrier avait été ouvert. Sachez que j'ai vérifié auprès des services, les 33 conseillers municipaux ont reçu le même courrier. Je ne vois pas pourquoi on aurait ouvert le vôtre plutôt qu'un autre, sachant que tous les courriers...
Alors, moi j'ai une explication, Monsieur Deberg, par rapport à ça. Dans le déménagement, parce que en fait, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment c'est possible? Et donc, la réponse m'a été apportée. Dans le déménagement, en fait, en collant les cartons de déménagement, il y avait les enveloppes dedans, et il y avait votre courrier, et qui a malencontreusement été ouvert quand on a ouvert le carton. Voilà, c'est pas du tout... je dis, les 33 courriers étaient identiques, donc il n'y a pas de raison qu'on ouvre le vôtre plutôt qu'un autre. Je n'allais pas en parler, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait un sacré délai entre le moment où il est arrivé en mairie et la distribution. Alors, Monsieur Deberg, moi, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous venez en mairie, enfin, de tous les conseillers municipaux des groupes minoritaires, c'est vous qui venez le plus en mairie. Donc, il y a un moment, il faudra que vous arrêtiez de me dire ça parce que c'est faux ce que vous me dites là. Il y a un moment, vous me l'avez sorti il y a 2-3 mois, j'ai autre chose à faire que de venir en mairie quand j'ai rien à y faire. Monsieur il y a Deberg, des témoins qui peuvent le dire. Mais Monsieur Deberg... Je vais chercher les courriers pour les autres, mais c'est très rare, Monsieur Deberg, pourquoi vous enflammez là? Je suis en train de... parce qu'une fois, vous m'avez énervé avec ça dans les couloirs et là, vous remettez une couche. Alors, bon, mais excusez-moi, Monsieur Deberg, de venir en mairie. Écoutez, si vous... Il n'y a pas de souci. Enfin bon, moi, là, pour le coup, je vous mettais un peu en avant. Mais après, si vous n'aimez pas ça ou plus ça, c'est tout, je le dirai plus. Mais une fois, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Il n'y a rien du tout. La manière où vous me l'avez dit la première fois, c'était quasiment on voit trop souvent. Quoi. La manière dont je vous l'ai dit... Ça remonte à quelques mois. La manière dont je vous l'ai dit la seconde, Monsieur Deberg, elle était loin d'être... Ok. Enfin, je sais pas, à moins que d'autres personnes l'ont compris d'une autre manière, mais... Non, mais si vous le dites, je vous crois, mais des fois j'ai un peu ma mémoire qui revient, et puis voilà. Bon, écoutez... En conclusion, Monsieur le maire, on aura une boîte aux lettres. Oui. Merci. Mais qui sera dehors. Et on aura une clé, oui, parce que si vous voulez, vous qui êtes à cheval sur les dépenses, j'ai pas envie qu'on change la porte de la boîte aux lettres à chaque fois que vous la forcez. Donc naturellement, vous aurez une clé, Monsieur. Merci, Monsieur le maire. Et une clé que vous seul et Monsieur Dossi aurez. D'accord. Nous ne ferons que glisser les courriers dedans. C'est parfait. Voilà. On en veut bien une aussi. Hein. Bien, et on va même faire encore mieux, ça sera 2 boîtes aux lettres différentes. Bien sûr. Il nous faut donner la clé à René parce que c'est lui qui prend les clés. Ah, mais alors là, faut pas le dire, il va s'énerver. Et je rajouterais, je fais économiser des timbres entre deux. Mais pas du papier pour les parutions des dossiers des conseils municipaux. Hein. Sinon, ça se passe bien, hein, puisque je les dépose chez Chantal. Pas de souci. Allez, on va passer à la dernière question. Et comme il y a un conseil, il y en a un tous les 3 mois, donc voilà. Allez-y. La projection n'est pas lisible. Alors, vous n'êtes pas la première à dire. Pourtant, on fait des efforts. Hein. Je vous assure que... Je sais bien que je vois pas bien, mais mes camarades, ils voient pas mieux que moi. Je sais pas. Franck, le téléviseur va s'éteindre. Vous avez une grande télé, pas nous, quoi. Non, mais j'ai surtout un ordinateur, en fait. Parce que je vois rien de là où je suis à la télé. Moi, j'ai mon ordinateur ici. Mais là, je vois très bien. Mais c'est vrai que si on est un peu... Ce qu'il faudrait peut-être travailler, c'est sur l'éclairage. On essaiera de travailler sur l'éclairage la fois prochaine. Même le public, à mon avis, il ne peut pas voir. Hein, je pense pas. Hein. Bon. Monsieur Elbout. Voilà. Ah, mais... Monsieur Elbout. Vous avez Louis Fine. Voilà. Bien, allez, passons à la dernière question. Merci. De nombreux Vambrositains s'inquiètent des conséquences liées aux travaux boulevard de Bondu. Ce chantier est marqué par l'impréparation ou la sous-estimation de ses conséquences. Les déviations mises en place sur des routes à petit gabarit posent des problèmes de sécurité évidents. Chemin du Bas-Plat, un camion s'est renversé dans le fossé, un accident a eu lieu entre camion et 2 voitures au niveau du stop avec l'avenue de Bondu. Le chemin des Bœufs a vu défiler les poids lourds, tout comme la route de Lincel. Malgré des mesures prises dans la précipitation, la situation empire. Les Vambrositains ne comprennent pas pourquoi la circulation alternée n'a pas été mise en place au lieu de couper totalement la route. De surcroît, le choix de la date au moment des fêtes de fin d'année pénalise les commerçants.
Monsieur le maire, nous vous demandons de faire respecter l'arrêté d'interdiction de passage des poids lourds dans notre ville, les mesures que vous envisagez pour préserver la sécurité des Vambressitains, et enfin, si les commerçants affectés par le manque à gagner pourront bénéficier d'une indemnisation. Merci. Alors, je vais commencer par les conséquences. Donc, les conséquences, c'est finalement donc, une sécurisation de l'espace public, puisque l'objectif, c'est que les personnes du quartier du Grand Air puissent traverser en toute sécurité, parce que vous, de nombreux Vambressitains s'inquiètent aujourd'hui des conséquences. Moi, de nombreux Vambressitains s'inquiétaient des conséquences justement liées à la dangerosité de la traversée du passage de pierre, de la planche de pierre. Ça, c'est le premier point. Donc, les conséquences des travaux, ça sera une sécurisation de cet espace. Et puis, surtout, un quai de bus, 2 quais de bus, un de chaque côté, qui nous permettront sans doute, par le futur, d'avoir des liaisons plus importantes en transport en commun. Ça, c'est le premier point. Vous me dites que des poids lourds se sont engagés chemin des Bœufs. Alors, chemin des Bœufs, je vais vous le situer parce que je sais que vous ne savez pas trop où sont les rues. Donc, chemin des Bœufs, en fait, c'est route de la Seine. Excusez-moi, monsieur le maire, j'habite dans le secteur. Ah, pardon. Ah, ben alors, chemin des Bœufs, faites passer un poids lourd, et je peux vous assurer que c'est très compliqué. Le chemin des Bœufs, c'est un chemin qui c'est des riverains qui l'ont affirmé. Enfin bon. Défiler des poids lourds, monsieur Spadavecchia, c'est assez compliqué de faire passer un poids lourd. Donc moi, sachez que j'ai des mails, j'en ai tous les jours, hein, des mails sur ce secteur. Les gens, effectivement, se plaignent d'un passage important de voitures, de véhicules légers, mais pas de poids lourds. Il y a aussi ça. Ah oui, donc voilà, mais c'est pas pareil. Ils ne disent pas poids lourd alors que ce sont des véhicules légers. Il y a les deux. Pas dans le chemin des Bœufs, monsieur. Non, pas dans le chemin des Bœufs. C'est écrit vu défiler des poids lourds dans le chemin des Bœufs. C'est quelqu'un qui y habite qui me l'a dit. Il faut vérifier alors, c'est important. C'est pas moi qui l'ai vu. Alors, chemin des Bœufs, parlons-en, monsieur Spadavecchia. Le chemin des Bœufs, c'est une route à double sens interdit, à toute circulation. Mais pas parce qu'il y a des travaux. Mais non, monsieur Spadavecchia, mais non. Monsieur Spadavecchia, en fait, si vous voulez, venez avec nos balades de quartier. À la dernière balade de quartier, les gens, les riverains, s'étaient plaints justement que le panneau interdiction à tout véhicule était mal tourné. Nous l'avons retourné juste après la balade de quartier. Il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect du code de la route. Après, si vous voulez, c'est difficile d'être derrière toutes les personnes pour faire respecter le code de la route. Vous savez, c'est déjà difficile à faire rouler sur la route des cyclistes qui empruntent les trottoirs. Vous imaginez des voitures. J'espère juste, monsieur le maire, qu'il n'y aura pas d'accident grave sur ces petites routes. Mais monsieur Spadavecchia, vous croyez que moi j'espère qu'il y ait des accidents? Vous nous avez mentionné des conséquences, mais ce n'est pas les conséquences, c'est les objectifs de ces travaux. Objectifs que je ne remets absolument pas en question. Sécurisation de la planche de pierre, très bien. Mise en place d'abris de bus, très bien. Rénovation des pistes cyclables, très bien. Ça, ce sont les objectifs des travaux. Ça sera les conséquences. Non, ça, c'est les objectifs. C'est ce qu'on veut atteindre. Hein, les conséquences des travaux, c'est les causes qui peuvent venir endommager tout un tas de gens ou tout un tas de biens du fait de ces travaux. Très bien. Donc, ensuite, de surcroît, le choix de la date. Alors, rarement, on me laisse le choix dans la date quand il suffit de faire des travaux métropolitains, monsieur Spadavecchia. C'est parce que ces travaux, c'est pas une commande ville, c'est une commande métropolitaine. Si on ne faisait pas ces travaux, là, en fin d'année, alors je sais que je pense aux commerçants, hein. Vous croyez que... Non, je pense à eux. Mais si on ne faisait pas ces travaux-là, c'était en 2024. C'est-à-dire que moi, d'accord. Attendez, je termine. D'accord. Donc à partir du moment où, aujourd'hui, au Colombier, on a fait un espace de promenade. On va bientôt y mettre des jeux. On va bientôt y mettre un espace de loisirs sportifs. À partir du moment où on envisage cela sur un terrain, c'est marrant parce que à chaque fois, vous pointez à juste titre la dangerosité des ronds-points.
Là, aujourd'hui, on est en train de régler un problème de dangerosité de traversée de route et vous trouvez encore un souci. Non, encore une fois, je ne remets pas en cause la nécessité de ces travaux. Je remets en cause la manière dont c'est traité. Pourquoi ? Alors, quelle est l'explication technique qui fait qu'on ne pouvait pas passer en circulation alternée, par exemple ? Alors, sur le chantier, en fait, il y a des agents qui travaillent. Et je pense que, d'une part, c'est mettre en jeu leur vie, parce que vous voyez déjà quand vous dites la déviation, c'est tel chemin. Les gens, en fait, moi je le vois le matin. Ce matin encore, je suis allé au collège. Je passe route de Lincel, je croise le chemin des Bœufs, et là, des voitures s'engouffrent. Les gens, en fait, excusez-moi, hein, ne respectent pas le code de la route. Vous mettez la circulation en double sens alterné, et ben ils vont passer, quoi qu'il advienne, le feu va clignoter, ils vont passer avant que ce soit rouge, ils vont rouler vite, ils vont mettre en danger la sécurité des personnes qui travaillent sur le chantier. Ça, c'est le premier point. J'ai pas terminé. Oui, mais c'est pas un argument. Deuxième on a point. des voiries qui se mettent en double sens. Oui, quand elles sont suffisamment larges. Deuxième point. On va regarder les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en double sens, en un seul sens, parce que finalement, on fait la partie gauche de la voirie, la partie droite, la route est rabotée. On va se plaindre que les bas de caisse sont abîmés, que les voitures sont sales. Ça, c'est anecdotique. Deuxième chose, si vous mettez un feu rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont s'arrêter. Et puis, on va avoir une queue qui sera bien plus problématique qu'aujourd'hui le sens des déviations. J'ai pas terminé. Ça pourrait être un complément. Je n'ai pas terminé. Ça pourrait être un Je n'ai pas terminé. Vous disiez, monsieur, marqué par l'impréparation ou la sous-estimation. Bah oui. 5 réunions depuis un mois, monsieur Spadavecchia. 5 réunions. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous remettez en cause les compétences de nos agents. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. Je remets en cause les compétences des élus responsables, pas des agents, pas du personnel. Donc vous remettez en cause. Ah non, moi je constate que quelques jours seulement après que les travaux aient démarré, vous avez changé la signalisation en catastrophe parce que ça ne correspondait pas. Mais donc non. 5 réunions pour en arriver là, je m'étonne un peu. Mais voilà. Écoutez, mais c'est vrai que. Non, mais c'est tout. Mais c'est très tout. bien. Il y en a eu 5. Mais pour autant. C'est pas de l'impréparation, c'est de l'adaptation. Et je pense qu'il faut. Mais non, monsieur Spadavecchia, c'est de l'adaptation. Mais c'est vous, en fait, à chaque fois qu'on vous entend parler, vous faites tout en one shot, et en one shot, vous avez tout bon. Mais vous êtes extraordinaire. Pas du tout, monsieur le maire. Parce que moi, j'y vais chez les commerçants qui sont dans. C'est vrai, moi, j'y vais pas. Chez par-ci, par-là. J'y vais pas, moi. Et j'ai lu le courrier que vous leur avez adressé en leur disant que ni la MEL, ni la ville n'allaient les indemniser. Voilà la réponse que vous donnez à des commerçants qui sont dans une situation difficile, particulièrement avec la situation économique qu'on connaît. Voilà. Mais oui. Alors, déjà, j'aimerais. Maintenant, si vous modifiez votre courrier, ça me va très bien. Monsieur non, je ne vais pas le modifier parce que les commerçants, c'est bien. Monsieur Spadavecchia, je vais vous expliquer quelque chose. Merci, monsieur le maire. Vous y passez de temps en temps, là ? Où ça ? Quand c'est sur ce... Bien sûr. D'accord. Vous y passez à quelle heure ? Où ça ? Sur la route. J'y passe à toute heure. À quelle heure ? À quelle heure ? Et à toute heure, c'est bouché, monsieur Spadavecchia ? Et j'ai modifié mon comportement du fait de ces travaux. Est-ce que c'est bouché, monsieur Spadavecchia, quand vous y passez ? Moi, j'y passe. Ce matin, j'y suis passé à 7h30, à vélo. C'était pas trop bouché. Je suis rentré à 12h. Il n'y avait aucune voiture. Aucune. Ça, c'est le premier point. Les bouchons sont aux heures de pointe. J'ai pas terminé, mais arrêtez de me couper, s'il vous plaît, monsieur Spadavecchia. Ininterrompu de véhicules. Le matin, aux heures de pointe, entre 7h30 et 8h30, on a regardé notre police municipale, je peux vous garantir qu'ils sont sur le terrain. Entre 7h30 et 8h30, effectivement, il y a des bouchons. Et entre 17h30 et 18h30. En dehors de ces horaires, je vous invite à y aller, monsieur Spadavecchia. Écoutez, je vous invite à y aller et puis à constater qu'il n'y a pas de bouchon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Excusez-moi, juste. Deuxième point, je termine, arrêtez de me couper. Deuxième point, c'est accessible par 3 endroits différents. En fait, aujourd'hui, l'essentiel du flux se concentre sur la rue de Quesnoy
et sur la rue de Marquette. Aussi. Donc, vous voyez, en fait, vous parlez de choses et finalement, vous n'avez pas analysé à fond la situation. Nous, on y travaille tous les jours. Tous les jours. C'est Et aujourd'hui. vous avez fait 5 réunions, j'ai bien compris. 5 réunions. Bah voilà, bah Et écoutez. vous allez peut-être même en faire une de plus. Bah allez, soyez condescendants, vous voyez, ça a changé de camp, monsieur Spadavecchia, la condescendance, c'est bien. Vous montrez votre vrai visage. Voilà. Donc là, toujours est-il que les travaux sont métropolitains. Le 17 décembre, la route est réouverte. Le 17 décembre. Voilà. Tant mieux. Donc, sachez-le, le 17 décembre, la route est réouverte pour vacances de l'entreprise. J'espère que le macadam sera posé. Sinon, bah, effectivement, la route sera rouverte avec une chaussée qui aura été rabotée. Et puis après, elle sera sans doute refermée dans un deuxième temps pour poser le macadam. Mais surtout, cette fois-ci, ça sera possible puisqu'il n'y aura plus d'intervention voirie, en alternance. Mais Vous voyez, voilà, les choses, vous répondez à mes questions. les choses doivent être faites Félicite. Oui, c'est dans bien. l'ordre, C'est bien. tout simplement, dans l'ordre. C'est-à-dire Voilà. moi je crois simplement qu'on s'aperçoit que les choses avaient été mal faites Mais pas du et tout. maintenant on les fait un petit peu mieux. C'est une bonne chose. Pas du tout. Monsieur le maire, permettez-moi Je vous en également prie. d'apporter une confirmation, une affirmation. Le fait de fermer la route complètement permet également de travailler plus vite. On a parlé de sécurité, mais de travailler plus vite. On a eu le cas dans la rue de Quesnoy, pour rappel. Dans la rue de Quesnoy, on a fermé complètement et au final, on a mis à peine une semaine au lieu de mettre peut-être 15 jours. Là, il était prévu. Alors, l'AMEL a peut-être été un peu vite en disant on va fermer la route 3 mois, mais regardez, il n'y aura pas eu totalement 3 mois, même si ce n'est pas totalement fini. Mais encore une fois, l'avantage de fermer cette route, et encore une fois, par rapport à ça, on n'est pas là pour embêter les gens. Enfin, je le répète toujours. Le but étant, c'est toujours de le faire en bonne intelligence. Et on a essayé de le faire en bonne intelligence. Non, on l'a fait en bonne intelligence. Oui, mais... Voilà. Merci. Bah écoutez, mesdames et messieurs, nous avons épuisé Monsieur le l'ordre maire. du jour. Monsieur le maire. Oh, monsieur Une Muté, dernière pardon. Oui, sur ce sujet-là, effectivement, comme beaucoup de Vambrocitains, je vois les problèmes le matin pour aller au collège de Berre ou ce genre de choses. Donc, ce qui me semble, pour être allé très récemment à la déchetterie, c'est que c'est en amont aussi que le sujet a peut-être été maltraité. Sur les déviations possibles pour nos voisins, nos villes voisines qui subissent également cet état de fait sur la rue de Marquette. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai des retours autour de moi, donc c'est une quarantaine de minutes pour aller du match au Lidl. Donc évidemment le matin, ça peut être extrêmement compliqué. Je voulais juste finir sur une remarque. Attendez, je vais juste répondre à cette question-là pour pas l'oublier. Alors vous dites la gestion, mais il y a un itinéraire de délestage qui a été mis sur le pont du Vergalan pour rejoindre la rue d'Ypres. Le travail a été fait, monsieur Muté. D'accord ? Donc il y a un itinéraire de délestage. En fait, ça a été pensé de manière à ce que les personnes de la route de Comines et la rue de Quesnoy ne se télescopent pas au rond-point Saint-Chrysole. Il y a un itinéraire de délestage qui a été mis en sortie de Quesnoy vers le pont du Vergalan pour aller vers la rue d'Ypres. Et la rue d'Ypres, je peux vous garantir que le matin, c'est également bouché. Donc, comme quoi cet itinéraire de délestage, il fonctionne. Et puis derrière, ce sont les habitants de la route de Comines qui, eux, majoritairement viennent finalement route de Quesnoy et provoquent ces bouchons. Donc il ne faut pas dire que ça a été mal fait ou mal pensé. Je peux vous garantir que toutes les options ont bien été réfléchies par mes services et par l'entreprise lorsque les réunions ont eu lieu. J'avais une dernière Et remarque. je dirais même avec les communes voisines également. Et avec les communes voisines. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. J'avais une dernière remarque. En fait, je pense que je parle aussi au nom de mes voisins. Je pense que on apprécierait que vous arrêtiez de nous mettre en opposition avec les services municipaux quand nous critiquons vos décisions. Écoutez, nous estimons que vous êtes... L'impréparation, je la ne parlais pas de ce sous-estimation sujet-là en particulier, des monsieur le maire. conséquences. Je ne parlais pas de ce sujet-là en particulier, mais chaque fois qu'on a une question qui peut remettre en question,
Ben oui, parce que les techniciens... Vos positions politiques... Pas du tout. Non, mais les techniciens, techniquement, sont experts de leur domaine et bien nous sûr, conseillent. Mais répondent à la demande politique des élus. Oui. Et vous nous mettez systématiquement, quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, en opposition avec eux. Je trouve ça pas forcément adéquat, c'est tout. Bah écoutez, en tout cas, moi je peux vous garantir que j'ai discuté avec mes équipes sur les propos offensants que vous aviez eu la dernière fois, et je peux vous assurer que ces propos, ils les ont touchés également. Voilà. Je ne commenterai pas pas de souci. Ce sujet-là pour l'instant. Oui, ça se fera en temps et en heure. Vous avez raison. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur notre page Facebook Ville de Vambrochy. Je ne terminerai pas sans remercier les services qui sont ici, Madame Van Kortenbosch et Delbecq, Monsieur Van Outruive. Remercier également les services qui sont chez eux, Madame Depot notamment, pour la rédaction des comptes rendus. Je remercie Madame Atarsa qui n'est pas parmi nous. Elle est aujourd'hui en formation sur Paris aujourd'hui et demain. Bien évidemment, je remercie Madame Lemire et Monsieur Jean, nos interprètes en langue des signes. Monsieur Virel de la Voix du Nord. Monsieur Viderval pour la logistique. Monsieur Razemont à la technique. Et bien évidemment, les personnes du public et toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.